Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. Il nous faut aborder à la fois les conflits d'Ukraine et de Gaza, mais nous allons cette fois les aborder de manière, disons, plus métapolitique que d'habitude, car nous recevons ce soir Alain de Benoît. Alain de Benoît, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence ici, d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Journaliste, philosophe, essayiste, vous avez publié plus de livres que la plupart des gens n'en lisent pendant leur existence. Vous avez fondé les revues Éléments, Nouvelle École. Vous êtes le chef de file d'une école de pensée, d'un courant de pensée qui a été baptisé la Nouvelle Droite. Vous avez publié récemment Contre l'esprit du temps, Explication ou encore La Nouvelle Droite au XXIe siècle, Orientation face aux années décisives, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Le moins que l'on puisse dire, Alain de Benoît, c'est que vous cultivez la pensée non conforme depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Alors, votre aide pourrait nous être bien utile pour comprendre les fondements, disons, moraux et intellectuels des décisions ou des indécisions des gouvernants, de nos gouvernants occidentaux. Alors, d'emblée, je vais vous poser une question, Alain de Benoît, sur ceci. Macron, Biden, Scholz et les autres, diriez-vous qu'ils mènent une politique internationale réaliste face aux conflits, aux deux principaux conflits actuels de Gaza et en Ukraine? On peut faire deux réponses. Je vous en prie. Du point de vue de leurs intérêts, ils sont assez réalistes, ou croient-ils l'être? Du point de vue de ce qu'est la politique et la géopolitique, ils ne le sont absolument pas. Et, comme vous le disiez à l'instant, on est actuellement devant deux guerres. Proche-Orient, Gaza, la partie palestinienne du territoire israélien, et l'Ukraine de l'autre côté. On va peut-être surtout parler de l'Ukraine parce que c'est plus proche de nous, donc ça nous concerne plus directement, mais c'est peut-être encore plus significatif. Allons tout de suite à l'essentiel. Je pense que nous entrons, la formule a souvent été utilisée, mais je crois qu'elle est très profondément vraie actuellement, dans des années décisives. C'est-à-dire qu'on se rapproche de l'heure de vérité. Alors, qu'est-ce que c'est l'heure de vérité? L'heure de vérité, c'est le moment où tout le monde va cesser de faire semblant de croire que l'Ukraine va gagner. Tous ceux qui sont au fait des données du terrain sont entièrement d'accord. L'Ukraine ne gagnera pas cette guerre. Elle l'a déjà perdue. Personnellement, je pense qu'elle l'a perdue dès le jour où les troupes russes sont entrées en Ukraine. Mais laissons ça de côté. Le fait est qu'après s'être battu, courageusement d'ailleurs, le problème n'est pas là. Le courage, vous savez, dans une guerre conventionnelle, c'est tout à fait équitablement distribué des deux côtés de la ligne de feu. Mais les Ukrainiens sont en train de perdre ou ont déjà perdu. Et toute la propagande massive qui nous dit « mais non, pas du tout, attendons, on va leur donner encore plus de matériel », sans s'occuper d'ailleurs de savoir si les Ukrainiens ont le personnel pour faire quoi que ce soit avec ce matériel. On pense évidemment aux dizaines de millions de dollars qui viennent d'être donnés par les États-Unis d'Amérique à l'Ukraine, ou du moins promis. Mais tout ça va contribuer à continuer la guerre. La guerre va durer. Les Russes ne sont pas pressés, ils ont leur stratégie qu'ils déploient méthodiquement et qui leur réussit. Et puis après, il y a les commentaires en Occident. Vous les connaissez comme moi. Si les Russes s'emparent de 3 km², on dit c'est une avancée ridicule. Si les Ukrainiens reprennent 3 km², on dit formidable succès de la contre-offensive ukrainienne, etc. Tout ça ne trompe personne. Et la vérité, c'est qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore, les Ukrainiens ont perdu. Et on ne va pas pouvoir masquer cela éternellement, et par conséquent, on va arriver à un moment, ça sera l'évidence. Et le problème, et c'est là où est moi mon inquiétude, c'est qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? La logique voudrait que, comme ça s'est fait en général dans ce genre de situation, on aille vers une discussion politique, un accord portant sur les conditions de retour à la paix, etc., etc. C'est très classique. Personne n'en parle.
Personne n'en parle. En tout cas, n'inclut pas encore le premier intéressé ou l'un des deux intéressés. De ménager des efforts diplomatiques ici ou là, depuis les Chinois, les Turcs, etc. Donc, la grande question, c'est de savoir si l'OTAN et, disons les choses plus directement, les États-Unis, puisque chacun sait que l'OTAN, c'est les États-Unis, est-ce que les États-Unis vont prendre acte de la défaite ukrainienne, et à la limite vont lâcher les Ukrainiens, ce qui ne serait pas nouveau dans leur histoire. Ils ont abandonné leurs alliés chaque fois que ces alliés n'étaient plus utilisables. Donc il y a de grands précédents. Ou est-ce qu'ils vont le refuser? Qu'est-ce que ça veut dire, le refuser? Ça veut dire, à ce stade-là, qu'il n'y a plus d'autre moyen de continuer à se battre contre les Russes qu'en envoyant en Ukraine des troupes de l'OTAN. Et à ce moment-là, on met évidemment le doigt dans un engrenage et on rentre comme des somnambules sur une scène nouvelle qui peut parfaitement déboucher sur une guerre nucléaire. Alors, Poutine n'attaquera jamais l'OTAN. Si Poutine est attaqué par l'OTAN, il ne restera pas sans riposte. C'est justement le cœur des différents échanges plus ou moins tendus entre Paris et Moscou depuis quelques semaines. Alors Alain de Benoît, je vous propose de faire le point pour que tout soit clair pour nos téléspectateurs. D'accord. Moscou, le 6 mai, au pied du ministère russe des Affaires étrangères. Les ambassadeurs britanniques puis français se succèdent convoqués par la diplomatie russe. L'ambassadeur français Pierre Lévy s'est vu reprocher les déclarations belliqueuses d'Emmanuel Macron, qui a réitéré le 2 mai dernier la possibilité d'un envoi de troupes occidentales en Ukraine si Kiev en faisait la demande. Et la diplomatie russe a prévenu l'émissaire britannique Nigel Kazay que son armée riposterait contre des cibles britanniques en Ukraine ou au-delà si les forces de Kiev venaient à utiliser des armes fournies par Londres pour frapper sur le territoire russe. En effet, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, à Kiev, le 2 mai dernier, déclarait « L'Ukraine a absolument le droit de riposter contre la Russie, même à l'intérieur de la Russie. » Une sortie qui tranchait avec les positions antérieures des capitales occidentales, craignant jusque-là une escalade. De son côté, Washington n'a rien dit, mais a confirmé la semaine passée avoir fourni des missiles longue portée ATACMS en février dernier à l'armée ukrainienne, missiles qui ont déjà tiré contre la Crimée et pourraient atteindre le pont de Kertch. Tapant du poing sur la table, l'armée russe a annoncé le 6 mai organiser des essais nucléaires tactiques sur ordre de Vladimir Poutine en réaction aux déclarations occidentales. Alain de Benoît, votre génération connaît beaucoup mieux que celle d'Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, n'a que 46 ans, l'angoisse de la guerre nucléaire aussi. Comment jugez-vous ces échanges qui semblent, selon vous, semble-t-il absurdes, alarmants ou, encore une fois, parfaitement rationnels? Il y a plusieurs dimensions. D'un côté, les déclarations faites de part et d'autre, c'est assez classique. On montre ses muscles, et si l'adversaire monte d'un cran, on monte d'un cran, et ainsi de suite. Les déclarations de Macron sont assez franchement ridicules. C'est le petit Micron qui s'agite dans son bac à sable, en sautant comme les petits chiens, vous savez, qui n'arrêtent pas de sauter comme ça pour paraître un petit peu plus grand et aboyer un petit peu plus fort. Le fait est qu'à l'heure actuelle, Emmanuel Macron est en pointe dans le discours russophobe et discours hostile à la Russie, puisque la première fois qu'il a évoqué la possibilité d'envoyer des soldats français, pourquoi pas se battre en Ukraine, en disant qu'il faudra peut-être que l'OTAN en fasse autant, tous ses alliés, les États-Unis, Allemands, etc., ont dit non, là, on n'en est pas là, on ne veut pas faire la guerre à la Russie, etc. Et Macron, depuis, a réitéré ces déclarations. Alors là, on est quand même aux frontières de l'irresponsabilité. Je sais bien que les guerres aujourd'hui ne sont plus déclarées et ne finissent jamais, mais on ne peut pas soutenir perpétuellement,
physiquement, militairement, moralement, politiquement, intellectuellement, une partie qui est une des parties du combat, hein, en disant « Ah mais moi je ne suis pas parti au combat, hein, je ne suis pas engagé ». C'est le problème de savoir si nous sommes ou non en état de belligérance avec la Russie. Je pense que, du point de vue de Moscou, les déclarations récentes de Macron disent « Ben oui, qu'ils aillent jusqu'au bout de leur raisonnement, qu'ils déclarent la guerre à la Russie. » Alors, on en est là, avec d'un côté un processus qui s'enclenche, qui monte par une série de cliquets toujours un petit peu plus loin de l'irrémédiable. Et évidemment, là, ça c'est pas les gens de ma génération, c'est d'avant, se souviennent de la manière dont a commencé la Première Guerre mondiale, hein, l'attentat de Sarajevo, etc. Je vous passe le cours d'histoire. Donc, on ne sait pas. Mais à mon avis, la difficulté, elle va apparaître lorsqu'on ne pourra plus dissimuler que l'Ukraine a perdu. Alors, bien entendu, il y a une variable très importante qui donne à penser d'ailleurs que d'ici là, il ne se passera pas grand-chose. C'est le résultat de l'élection présidentielle américaine. Il est certain que si Trump était réélu, si Biden est réélu, la politique adoptée va totalement être différente. Hein. Trump, personnage particulier et haut en couleur, a au moins dit très clairement qu'il n'avait pas l'intention d'aider perpétuellement l'Ukraine. Du côté des démocrates, c'est évidemment beaucoup plus ambigu. Il y a les néoconservateurs qui sont toujours à l'affût et on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, c'est fin 2024, début 2025. Ça va être véritablement l'heure de vérité. Alors maintenant, pour prendre le problème d'un autre point de vue, je vais vous dire mon sentiment. Quand j'ai vu éclater cette guerre, j'en ai été très triste. D'abord parce que je n'aime pas qu'il y ait des guerres entre Européens. Et d'un point de vue plus personnel, j'avais et j'ai toujours d'excellents amis russes et d'excellents amis ukrainiens. Et l'idée que ces Ukrainiens et ces Russes allaient se massacrer mutuellement ne me faisait aucun plaisir. Mais là, ce que je dis, c'est un sentiment. Un sentiment ne permet pas d'analyser une situation et de voir ce qui est en jeu. Or, quand on voit le conflit entre la Russie et l'Ukraine, on voit bien que ça déborde très au-delà. Lorsque l'on voit les raisons de Poutine, lorsque l'on voit l'attitude adoptée par les Occidentaux et surtout son extraordinaire unanimité qui laisse absolument songeur sur l'évolution du cours des choses. Vous parliez du réalisme. Le grand adversaire du réalisme en politique, c'est la morale. La morale résonne sur le devrait être, hein, et pas sur ce qui est. Alors, ce que vous décrivez à l'instant, c'est ce que vous dénoncez régulièrement, Alain de Benoît, c'est le glissement, disons, d'une éthique de la guerre traditionnelle à une nouvelle forme plus libérale, si j'ai bien compris, des conflits. Alors, plus exactement, disons, beaucoup de polémologues ont fait cette constatation, sans compter des auteurs connus comme Carl Schmitt, par exemple. Dans la guerre traditionnelle, on ne porte pas de jugement moral. On a des ennemis, on se bat contre ces ennemis, mais on peut très bien admettre qu'ils ont tous leurs raisons. Et par conséquent, l'ennemi d'hier peut être l'allié de demain, parce que la situation aura changé. Aujourd'hui, depuis le début du XXe siècle, on est entré dans une sorte de retour à ce que l'on appelait au Moyen-Âge la guerre juste, hein, c'est-à-dire la guerre qu'il est juste de faire parce que moralement, elle est justifiable. La contrepartie, c'est la déshumanisation complète de la guerre et la montée aux extrêmes automatique. Pourquoi ? Parce que l'ennemi n'est plus... Ce à quoi nous venons d'assister. Absolument. L'ennemi n'est plus seulement un adversaire des circonstances, c'est l'incarnation du mal.
Et les autres, c'est l'incarnation du bien. Donc, non seulement il faut qu'il soit défait, mais il faut qu'il soit puni, il faut qu'il soit châtié, il faut qu'il soit éradiqué. Même observation autrement. Dans des conditions de conflictualité normales, quand il y a une guerre entre deux pays, ce qui arrive assez fréquemment dans l'histoire, il y a d'autres pays qui ne sont pas partie prenante. Ces pays peuvent bien entendu se solidariser de l'un des deux pays qui s'affrontent, mais ils peuvent aussi dire « moi ça ne me concerne pas, je ne vais pas m'engager dans cette affaire, donc je reste neutre ». Neutre ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une opinion, mais simplement qu'il n'y a rien qui justifie existentiellement qu'ils s'engagent. Lorsque la guerre a éclaté entre la Russie et l'Ukraine, si on était resté dans cette façon de voir, il eût été normal que certains pays européens se solidarisent de l'un ou de l'autre, que d'autres restent sur leur réserve ou sur une position de neutralité, et surtout qu'ils puissent utiliser cette position de tiers, j'insiste sur cette notion de tiers, pour proposer leur médiation, pour essayer de parvenir à un règlement politique d'une situation caractérisée par la transformation du simple conflit en guerre. Or, c'est l'inverse. Avec une rapidité de propagande qui a engendré immédiatement, non pas seulement de l'hostilité vis-à-vis de Poutine, mais une véritable vague de russophobie, on a vu angéliser les Ukrainiens, diaboliser les Russes, et aujourd'hui, tout le monde est du même côté, en disant on est du côté du bien, et alors qu'est-ce qui va se passer si c'est le mal qui l'emporte ? Voilà, c'est très exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Une chose très caractéristique d'ailleurs, c'est la disparition des pacifistes. Quasi-disparition des pacifistes. Quand il y avait un conflit dans le monde autrefois, il y avait des pacifistes. Je me souviens, ça c'est ma génération. En France, dans certains pays, on les voit réapparaître. Et dans d'autres pays. Pour le conflit à Gaza, on les voit réapparaître, par exemple, en ce moment sur les campus. Je vais y venir. Je me souviens encore des manifestations paix en Algérie. Je me souviens des manifestations contre la guerre au Vietnam, qui étaient dans tous les pays européens et aux États-Unis, etc. Sur le conflit russo-ukrainien, silence radio. Silence radio. Lorsque l'OTAN s'était attaquée à Belgrade et à la Serbie, il y avait eu un grand manifeste non à la guerre. Je le sais, j'avais été l'un de ses organisateurs. Il n'y a même plus ça aujourd'hui. Et vous avez raison, c'est une très grande différence par rapport à ce qui se passe à Gaza. La politique de Netanyahou vis-à-vis des Palestiniens de la bande de Gaza, elle a ses partisans en France qui le font savoir, et c'est normal, et elle a ses adversaires qui le font savoir, et c'est normal. Mais justement, là, on voit bien en quoi les deux types de guerre sont différents, totalement différents. Alors, pour en revenir à ce que je disais à l'instant, lorsque la guerre entre la Russie et l'Ukraine a éclaté, la démarche normale des autorités françaises ou européennes aurait été de dire « est-ce que nous sommes partie prenante ? Est-ce que nous avons des intérêts existentiels en Ukraine ?» Nous n'avions pas des intérêts existentiels. Il aurait été logique de dire, comme les Américains, « I don't have any horse in this race ». Je n'ai pas de cheval dans cette course. Au lieu de ça, immédiatement, il y a eu l'intervention massive portée par l'idéologie dominante de la notion de l'empire du bien contre les États voyous, l'axe du mal, tout ce qu'on connaît, ce qui nous renvoie à la guerre froide. Mais cela dit, désormais, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, mais en effet, 2 ans après le début de ce conflit, Emmanuel Macron parle d'une menace existentielle pour l'Europe. Oui, mais voyez bien ceci. Lorsque le mur de Berlin est tombé, c'était la fin de la guerre froide. On a reconstruit le mur de Berlin
si je peux employer cette métaphore, beaucoup plus haut et beaucoup plus épais qu'il n'était encore à l'époque de l'Union soviétique. La preuve d'ailleurs, c'est qu'à l'époque de l'Union soviétique, on pouvait prendre l'avion de Paris à Moscou, ce qui est devenu impossible aujourd'hui. Donc on est bien obligé de voir les arrière-plans. Et les arrière-plans, c'est le grand ébranlement du monde actuel, la façon dont les États-Unis, qui sont dans une situation intérieure très difficile, sur laquelle je ne vais pas m'arrêter, mais qui sentent bien que le temps joue contre eux, ils veulent, comme ils l'ont toujours fait, éliminer les compétiteurs, les rivaux. Rivaux, il y en a deux. Il y a la Russie et il y a la Chine. La façon dont le mur de Berlin a été ressuscité, dont une vague de russophobie a été entretenue, éclaire rétrospectivement la signification géopolitique de l'hostilité de ce qu'on appelait, avec beaucoup de guillemets, le monde libre contre l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui les gênait, c'était pas tant que la Russie soit soviétique ou communiste, c'était que c'était la Russie, et que la Russie de tout temps représente une grande puissance qu'il faut casser, museler, ce qui devient de plus en plus difficile au moment où on rebarre les cartes à l'échelle mondiale, au moment où le Proche-Orient se transforme, la Russie et la Chine se rapprochent, les pays tiers, les pays ex du tiers-monde, les BRICS, les fameux BRICS, nous laissent entrevoir un monde qui va se caractériser par deux choses, la multipolarité et la dédollarisation, ce qui n'est pas une perspective, évidemment, que les Américains souhaitent. Alain Benoît, vous nous disiez il y a quelques instants que les guerres menées au nom d'un idéal de paix définitive sont les plus effroyables. Vous écriviez d'ailleurs que le refus d'admettre la naturalité de la guerre est la cause majeure, en fait, de cette évolution. Oui, c'est l'idéologie dominante depuis plus d'un siècle, est une idéologie qui considère, et ça c'est une donnée anthropologique, qui considère qu'on peut, en s'en donnant les moyens, parvenir à une situation de laquelle il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre, donc plus de conflits. Or, les guerres naissent des conflits, ça a toujours été, et les conflits naissent de la diversité des projets collectifs, des aspirations humaines, des intérêts des uns et des autres. Dire qu'on va abolir la guerre, et que pour abolir la guerre, on va en livrer une qui sera absolument radicale, mais ça sera la der, on a déjà entendu ça, fait partie de cette idéologie dominante. Or, malheureusement, le réel se manifeste, c'est-à-dire qu'il y a toujours des guerres. Et pour pouvoir y répondre, eh bien, ils n'ont pas d'autre ressource que de moraliser, de transformer la guerre en juste ennemi, en guerre à juste cause, et de dire que, au fond, c'est pas vraiment, ce sont des opérations de guerre, mais c'est un acte de police internationale. C'est variante une guerre humanitaire, une guerre pour la civilisation contre les barbares. Enfin, il y a tout un tas de légitimations qui ont été fleuries au cours des décennies et qui nous montrent bien comment ça se passe. Et malheureusement, le réalisme, c'est de retourner à la source, de comprendre que dans le camp de Gaza, la guerre n'a pas commencé le 7 octobre, mais qu'elle dure depuis 75 ans. Dans le cas de l'Ukraine, qu'elle n'a pas commencé avec l'entrée des Russes en Ukraine, mais au moins avec la révolution de Maïdan manipulée et financée par les États-Unis. Et, vous savez, dans l'optique de cette idéologie dominante, les méchants, c'est toujours ceux qui commencent la guerre. C'est lui qui a commencé, c'est un argument de cours de récréation. Mais comme disait Montesquieu, il faut distinguer entre ceux qui font les guerres et ceux qui les rendent inévitables. Vous avez évoqué la multipolarité qui semble de plus en plus évidente. Il y a quelque chose d'assez frappant quand on observe le reste du monde, quand on observe les désaccords dans le reste du monde, au Moyen-Orient par exemple. Après 10 ans de guerre en Syrie, Bachar el-Assad a été réintégré dans la Ligue arabe. Et face au conflit en Ukraine, on remarque bien que c'est le reste du monde qui envisage, qui déjà
adopte une posture neutre et qui ensuite envisage la résolution du conflit, refusant donc de facto le manichéisme occidental. Selon vous, Alain Balloy, la désoccidentalisation, parce que c'est dans l'absolu ce à quoi nous assistons en ce moment depuis une dizaine d'années, la désoccidentalisation peut-elle s'accompagner d'un retour en fait à une perspective plus traditionnelle de la guerre ? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas réfléchi, mais je pense que vous n'avez pas tort. La meilleure preuve, c'est que les guerres qui se déroulent dans la périphérie du monde ne sont pas immédiatement présentées et vécues comme des guerres morales, entre guillemets. C'est vraiment le privilège des Occidentaux qui ont besoin de cette justification morale pour se lancer perpétuellement dans des guerres, au moment où ils affirment qu'on peut en finir avec la guerre. Vous voyez, c'est cette position schizophrène qui est responsable de tout cela. Quand je disais il faut revenir aux causes, on sait très bien dans le cas de la Russie que l'une des causes majeures, non la seule, mais a été que les Russes ne veulent pas avoir des armes américaines, des fusées américaines à leurs frontières ukrainiennes. Comme les Américains ont refusé des missiles à Cuba il y a quelques décennies. Il est évident que n'importe quel président américain ne pourrait pas tolérer qu'il y ait des fusées russes installées à ses frontières au Canada ou au Mexique. Ça tombe sous le sens. Mais ce qui est bien pour les uns ne l'est pas pour les autres. Si on ne perçoit pas ça, évidemment, on passe complètement à côté de l'analyse de la situation. Alors, vous avez déjà évoqué la France, les problèmes de perception aussi en France. Alain de Benoît, depuis plusieurs décennies, vous brouillez les pistes entre la droite et la gauche, en étant à la fois de droite et de gauche, ou ni de droite ni de gauche. Il s'avère que c'est peut-être, enfin, vous aviez l'air en désaccord, mais l'extrême gauche en France qui tient la seule à tenir un discours pour la paix. Pourquoi ? Comment justifiez-vous ça ? Comment percevez-vous cela ? On remarque à droite, le RN, LR, Reconquête, Marion Maréchal, Éric Zemmour critiquent Macron quand ils envisagent un envoi de troupes en Ukraine, mais le soutiennent sur l'essentiel, à savoir le soutien militaire à Kiev. Et d'ailleurs, c'est la même chose sur Gaza. Oui, parce que la pression de l'idéologie dominante est, à mon avis, plus forte dans le cas de l'Ukraine que dans le cas du Proche-Orient. Là aussi, pour toute une série de raisons. Cela dit, même l'extrême gauche dont vous parlez, et même si à l'extrême gauche certains n'en pensent pas moins, on ne voit pas se dessiner un mouvement pour la paix en Ukraine. On le voit pour Gaza. Parce que là, la question immédiate, c'est est-ce que l'offensive israélienne va s'arrêter à 40 000 ou 45 000 morts et des centaines de milliers de blessés, plus tous ceux qu'on n'a pas encore trouvés et qui sont sous les décombres, ou est-ce que ça va continuer à Rafah, pourquoi pas au sud du Liban, et ainsi de suite. Donc il y a des gens qui demandent la paix. Mais je n'ai pas vu une seule manifestation pour la paix en Ukraine. Et compte tenu du climat dans lequel nous vivons, il est très clair que de telles manifestations auraient lieu, à supposer qu'elles ne soient pas interdites, parce qu'aujourd'hui on interdit très vite, comme vous le savez. Ces initiateurs seraient immédiatement présentés comme des poutiniens. Donc vous voyez, c'est pas très simple. Et ce qui me rend assez pessimiste, c'est deux choses. La première, c'est l'hypothèse que j'évoquais tout à l'heure, quand on verra que les Ukrainiens ont perdu, est-ce que l'OTAN va envoyer des troupes en Ukraine, auquel cas on s'engage vers une voie dont personne ne peut dire où est-ce qu'elle va aboutir. Ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude. L'autre sujet, c'est que je pense que, en toute hypothèse, l'Europe est perdante dans cette affaire.
On a très bien vu comment les sanctions anti-russes se sont retournées contre elles, notamment sur le plan énergétique. On a vu le sabotage de Nord Stream. On a vu les Allemands courir comme des fourmis dont on a dérangé la ferme fourmilière parce qu'ils n'avaient plus accès au gaz russe, au pétrole russe. Et maintenant, ils achètent tout beaucoup plus cher. Et finalement, c'est nous qui finirons, ces clients, par payer la différence. L'Europe avait, selon le schéma que j'évoquais tout à l'heure, resté à l'écart de ce conflit et proposer sa médiation. L'Europe avait une très belle occasion de s'affirmer comme une puissance avec laquelle il fallait compter. Elle s'est piteusement abritée sous le toit du Capitole de Washington pour adopter l'intégralité des positions américaines et parfois même les précéder, comme on le voit avec le petit Macron, c'est comme le petit chien qui saute comme ça. Donc, seconde inquiétude, en tout état de cause, ce qui a été cassé avec la Russie ne va pas se raccommoder d'aussitôt. Nous ne retrouvons pas, avant des décennies, des relations normales. Pour vous, avec la situation la Russie est pire que sous l'ex-URSS. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que, à l'époque de l'URSS, c'était le communisme. Et on disait, on n'est pas communiste, on ne veut pas du communisme, etc. Mais le communisme était parfois dénoncé comme un mal, mais ce n'est pas le vocabulaire moral qui déterminait tout. C'était quand même le vocabulaire politique. Le communisme est une solution politique dont nous ne voulons pas. Aujourd'hui, il n'y a plus le communisme, etc. Il y a la Russie. Et la Russie, c'est toujours une menace pour les États-Unis. Alors, l'idéal pour eux, c'est on liquide la Russie et après, la Chine à nous deux. C'est bien que c'est à ça que ça doit finir par aboutir. Mais il y a tellement d'aléas qui vont s'accumuler entre-temps que on voit pas très bien. Donc je suis assez pessimiste, oui. Bien, Alain de Benoît, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo. Merci et bonne soirée.